Mon travail, mon enfer, vidéo 4. Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce quatrième et dernier épisode des rendez-vous de la rédaction consacré à la fraude sociale organisée et à l'exploitation au travail. Tout d'abord, merci à celles et ceux qui nous ont contactés. Si vous souhaitez réagir ou apporter des informations à notre enquête, je vous rappelle l'adresse travail@medor.coop. Dans cet épisode, nous faisons la synthèse de ce que nos journalistes Philippe Engels et Louis Wajineken ont découvert en menant leur enquête dans le monde des titres-services et de la construction. Et puis, nous tenterons de savoir que faire une fois le constat posé, comment agir et faire réagir et avec qui. Philippe, Louis, bonjour et bienvenue. Bonjour Esteban, on donne l'impression d'être toujours au même endroit, mais on est confiné, on est prudent, mais on descend sur le terrain pour prendre le pouls du travail, de la société, dès qu'on en a l'occasion. Ça ne m'étonne absolument pas. Alors, peut-être une première question pour commencer. Qu'est-ce qui est à retenir à ce stade de vos enquêtes? Louis? En ce qui concerne les titres-services, voilà, on pourrait résumer en disant que ça fait plus ou moins 2 ans qu'il y a un combat des syndicats contre la mesure de collective de temps de travail de Trixo qu'on a expliqué dans les épisodes précédents. Une mesure, une utilisation frauduleuse d'un système qui impacterait 7000 aides ménagères et qui coûterait plusieurs millions à la sécurité sociale. Et déjà une utilisation abusive qui, disons, influence le secteur et qui a déjà été utilisée par d'autres entreprises. Donc, mais on voit que ça bouge, que les syndicats et les aides ménagères sont mobilisés pour faire entendre leurs droits. Merci Louis. Philippe, de ton côté? Dans la construction, on a choisi ce secteur parce qu'il était relativement évident qu'il y avait un problème dans le secteur de la construction où le dumping social s'est propagé à vitesse VV' ces dernières années, qui a débordé parfois le secteur. On a l'impression qu'un prix pratiqué ne correspond plus à rien et en fait simplement à de l'exploitation de travailleurs sur lesquels les cotisations patronales ne sont pas payées. Donc on arrive à un constat assez clair de système d'exploitation du travail et de fraude organisée dans le secteur de la construction. Louis en parlait dans les titres-services, c'est relativement clair qu'il y a un gros problème. Donc, un système de fraude sociale que vous mettez à jour. Quand on est journaliste et qu'on a tout ça dans les mains, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'est clair que quand on expose tous ces problèmes de fraude sociale et puis après d'immobilisme d'inspection sociale, ça peut donner l'impression au lecteur qu'on ne peut pas vraiment faire quelque chose. Alors qu'en fait, finalement, le journalisme qu'on fait avec Medor, qui est un journalisme de solution d'une certaine manière, c'est présenter nos conclusions d'enquête à des experts du secteur. On a rencontré des magistrats honoraires, des juges et avocats qui sont spécialisés dans la criminalité en col blanc, les droits du travail et les droits de l'homme, et qui ont pu nous aiguiller sur les façons dont on pourrait porter ça à un niveau plus large, à un niveau plus politique. Et ça va donner lieu à d'autres rencontres avec des acteurs du secteur. Moi, je voudrais rebondir là-dessus. Effectivement, comme le dit Louis, on a pris l'initiative actuellement, on n'en a pas fait de publicité, d'organiser une première table ronde, de conseillers, de notre point de vue, des gens pertinemment choisis. D'abord parce qu'ils connaissent bien la matière liée à l'exploitation du travail ou à la fraude de manière large, mais aussi parce qu'ils sont, on l'espère, des sortes de conscience de la société, des gens qui, par leur profil, et quand ils s'exprimeront progressivement, pourront faire comprendre au public qu'il y a réellement un problème qui met en difficulté nos systèmes de protection sociale. Ces 4 personnes, pas représentées de manière paritaire, on le regrette, une femme, 3 hommes. Marianne Thomas est une magistrate qui a roulé sa bosse dans l'appareil judiciaire, qui actuellement est spécialisée dans les questions liées à la fraude sociale, qui travaille à l'auditorat du travail de Bruxelles. On a un juge d'instruction, Michel Claes, qui est le gendarme financier, comme on le présente parfois, le juge d'instruction financier qui n'hésite pas à dénoncer la fraude, plus souvent fiscale, qui concerne les entreprises ou la corruption, Michel Claes. Jean-Claude Delepierre est un magistrat désormais honoraire, mais il était le grand patron de la CETIF, la cellule de traitement des informations financières, qui est l'organe belge indépendant qui lutte contre le blanchiment d'argent et la corruption. Et on a Alexis de Soif, qui est un avocat, qui a travaillé, qui a plaidé dans beaucoup de dossiers, ou était sur les bancs de la défense, non pas des entreprises, mais des gens qui étaient exploités par ces entreprises.
Alors ça, c'est une première étape, une première table ronde. Il y a la volonté, une fois que ces consciences de la société sont informées et partie prenante à l'enquête, c'est de pouvoir mener ça à un second niveau. Philippe, je crois comprendre qu'il y a une volonté également de réunir des politiques par la suite. Oui, parce qu'il nous semble important de. On s'est rendu compte, on sait que pour faire bouger la société, eh bien, le système de représentation démocratique est important, et donc les partis politiques, les représentants politiques sont ceux qui peuvent faire changer les choses, qui doivent faire changer les choses. Ça ne sera pas suffisant. Il faudra mobiliser le citoyen aussi, les syndicats, toutes les couches de la société. Mais en tous les cas, dans un premier temps, nous voulons bousculer les partis politiques en leur disant, ben, tiens, ce qui nous arrive maintenant, par exemple, on y reviendra, je pense, la crise du Covid et la pression que ça provoque sur le système de protection sociale, eh bien, il y a des solutions. Et les solutions, c'est par exemple de réguler ce marché du travail qui est actuellement paravolo. Alors, au cours de ce premier échange avec cette première table ronde du Conseil, il y a un autre domaine d'investigation qui est sorti, qui est remonté, c'est celui du secteur du nettoyage industriel. Philippe, je crois comprendre que toi, tu as déjà un peu avancé sur la question. À ce stade, quels sont les premiers éléments qui ressortent et qui peuvent lier du coup le titre service, la construction et aujourd'hui le nettoyage industriel en termes de logique identique? Louis et moi et d'autres, on va travailler en équipe. On ne va pas spoiler non plus nos enquêtes, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en tous les cas, on a remarqué qu'il y avait des soucis dans ce secteur-là. On nous a alertés, notamment nos conseillers, mais d'autres nous ont alertés sur le fait qu'il y avait un souci dans ce secteur-là. Le nettoyage industriel, c'est quoi? C'est ces gens qui quittent le lieu de travail dans lequel vous vous rendez le matin parce qu'ils ont nettoyé la nuit. Ce sont des gens qui travaillent sur le nettoyage de chantier industriel aussi. Et dans ce secteur-là, semble-t-il, il y a un dumping, une exploitation, une fraude sociale organisée qui concerne des firmes qui sont des gros balourds du secteur. Et on va enquêter là-dessus, on va essayer de réunir des documents, des informations, des faits. Semble-t-il, la justice a remarqué des difficultés, mais n'aurait pas les moyens d'aller beaucoup plus loin dans les actions. Donc, on va voir comment, en tant que journaliste, ce qu'on peut faire. Alors, on n'a pas spoilé, mais on a un peu teasé. Je voudrais quand même revenir à l'enquête qui nous occupe depuis le début. Un élément qui saute aux yeux dans vos enquêtes, c'est le rôle central que peut jouer l'ONSS pour contrer les procédés d'exploitation et de fraude pratiqués par les grandes industries du secteur. Or, vous le constatez tous les deux, l'ONSS est au point mort. Absence de réaction, manque de transparence, voire même incompétence dans le chef de certains responsables. Qu'est-ce qui peut expliquer ça, selon vous, Louis? Mais ce qui est particulier et un peu compliqué dans la situation des titres-services, c'est que le mécanisme de réduction collective de temps de travail, il est complètement légal, il est même encouragé, mais c'est l'utilisation elle-même de cette réduction collective de temps de travail qui est frauduleuse, qui ne respecte pas l'esprit de loi. Et donc, ça complique la tâche de l'ONSS. Comme je l'ai dit, ça fait plus ou moins 2 ans que c'est en cours. Et on sait qu'elle a été attentive, qu'elle a entendu les appels des syndicats. Mais voilà, toujours pas de communiqué officiel, de décision prise. Voilà. L'ONSS, c'est un pilier d'État assez méconnu. C'est un nom que le lecteur, le citoyen a entendu souvent. Les gens ont entendu, c'est une marque, l'ONSS en quelque sorte. Mais on ne sait pas trop ce qu'elle fait. C'est simple en fait ce qu'elle fait. Son rôle principal, c'est de récolter les cotisations sociales patronales. C'est-à-dire en quelque sorte de nourrir le système de protection sociale, de lui donner des ressources, des moyens qui permettront de redistribuer les ressources après vers les allocataires sociaux, vers les gens qui sont en problème de maladie ou qui ont eu un accident du travail. C'est ça l'ONSS. Et ce qu'on peut constater, même si ça reste encore une énigme pour nous, un point d'interrogation sur lequel on veut essayer d'apporter une réponse, c'est qu'en tous les cas, l'ONSS, peut-être parce qu'il est aussi dans son fonctionnement l'émanation, la réunion du patronat et des syndicats, l'ONSS n'est pas du tout proactif dans une volonté de démonter des systèmes de fraude organisée. Donc, il a l'air d'être fort sur la défensive, très passif, et ça, on a essayé de comprendre pourquoi. Alors, je ne résiste pas à vous poser la question, vu la période particulière que nous traversons. Celle-ci nous invite à penser ce fameux monde d'après. Face aux enjeux que vous avez soulevés, aux difficultés et aux erreurs que vous pointez, quel monde d'après
pourrait réparer ces injustices qui, je le rappelle, représentent quand même un manque à gagner pour la sécurité sociale de plus d'1 milliard d'euros par mois et qui génère une exploitation de plusieurs milliers de travailleurs et de travailleuses qui s'apparentent parfois à de l'esclavage ou en tout cas clairement à une exploitation d'un public qui croise de nombreux facteurs de discrimination. Donc, que pourrait-on rêver pour ce monde d'après? En tous les cas, pour nous qui travaillons sur l'exploitation du travail, et Mon travail, mon enfer, c'est le nom de notre série, nous travaillons avant le Covid-19. Ici, c'est un espèce d'adjuvant ou de confirmation qu'il y a un vrai problème. On voit avec le Covid-19 que c'est le système de mondialisation, de circulation des biens et des services à travers le monde entier qui est quand même problématique. Et là, croire que simplement on va gérer par des masques, par une urgence sanitaire, une épidémie, et puis que tout va redevenir normal après, c'est juste une erreur. Et on voudrait attirer l'attention du lecteur là-dessus, sur le fait que si on ne raisonne pas de manière profonde sur le type d'organisation du travail et sur le fait que la notion de prix bas, qui existe dans beaucoup de secteurs, la construction c'est clairement évident, donc l'attention c'est sur le prix bas, il faut travailler toujours à un prix plus bas. Là où auparavant, il fallait travailler dans des conditions dignes, il fallait travailler avec un respect des clauses environnementales. Actuellement, tout ça s'est baqué. Seulement la question du prix est importante. Donc, notre réflexion, nos investigations sur le travail, je pense que ça intègre clairement dans cette réflexion contemporaine sur comment éviter en quelque sorte notre société d'aller droit dans le mur. Pour conclure cet entretien, je vous propose un petit jeu. Je vais citer les différents acteurs de vos enquêtes et vous me direz peut-être un mot sur leur attitude ou leur posture dans ce dossier. J'avais envie de commencer avec toi, Philippe, en disant l'État. Je dirais complice. J'avais en tête complaisant, mais je dirais complice. Complice du fait qu'il y a un souci de dumping social et que l'État lui-même est client des entreprises qui font du dumping, très clairement. Prenons l'exemple, la construction d'un centre commercial à Charleroi, rive gauche, c'est la ville de Charleroi qui avait prôné ce contrat, ce développement. Il a été vicié par des tas de problèmes de dumping. Des travailleurs égyptiens sont montés sur une grue pour signaler qu'ils n'étaient pas payés. Et l'État, la ville de Charleroi, a laissé faire. Le NSS. Le NSS passif, sans doute cornaqué de l'intérieur par le patronat, et avec des syndicats qui sans doute ne jouent pas leur rôle, mais passif, donc incapable de s'organiser comme élément pilier de l'appareil d'État pour lutter contre la fraude sociale organisée. État complice, NSS passif, la magistrature. La magistrature débordée, clairement débordée, travaillant coup par coup. Il y a des endroits où on fait du bon boulot, on pourrait dire à Gand, parfois à Charleroi, à Mons ou à Bruxelles, mais en tous les cas, sans stratégie globale, sans moyens d'action non plus suffisants pour avoir une stratégie globale. Aussi parce que l'exemple ne vient pas de l'État et ne vient pas du monde politique. Acteurs forts présents dans vos deux enquêtes, les syndicats et le patronat. Les syndicats essayent de se mobiliser, mais aussi par à-coups et sans vraiment nécessairement sans nécessairement avoir un suivi général. Donc ils se bougent sur les titres-services comme Louis l'avait constaté, ou un peu dans la construction, mais il n'y a pas d'attitude générale interprofessionnelle en quelque sorte. Il n'y a pas de réaction très vive des syndicats. Et le patronat, lui, dans le secteur de la construction, c'est relativement évident. C'est la tête dans le sable et pour certains, les plus petits acteurs du secteur se disent comment arrêter ce cercle vicieux du dumping social qui les oblige en quelque sorte à mettre du personnel au chômage économique et d'aller en chercher d'autres, parfois à l'étranger, les travailleurs détachés, qui sont exploités et sur lesquels les cotisations sociales ne sont pas payées. Donc c'est vraiment, le patronat incarne le cercle vicieux. Alors justement, le dernier acteur, la dernière actrice, c'est les travailleurs et les travailleuses concernés. Nous prenons l'avion quand c'est possible, quand c'est accepté, en acceptant parfois de payer le transport pour 30 à 40 euros, ça nous convient bien. Quand on fait des travaux pour une maison ou qu'on essaye de chercher un logement, on est parfois un petit peu négligent sur le fait de savoir qui vient faire les travaux chez soi. Est-ce que ces gens sont travaillés dignement
Donc, je pense que les citoyens aussi devraient se poser des questions. C'est peut-être en lisant les articles, ceux qu'on fait, que d'autres produisent, que petit à petit, le citoyen, le consommateur, le lecteur pourra se dire stop à tout ça. On n'est plus à l'époque de Germinal, on est au XXIe siècle et chacun a droit à travailler dans des conditions dignes. Voilà, oui, chez les aides ménagères, on remarque aussi ça enfin, en tout cas, elles ont pris vraiment la conscience de la mesure du fait qu'elles étaient exploitées, manipulées à beaucoup de niveaux, en tout cas chez Trixo, dans tout ce qui a été, comme ça a été expliqué dans les articles. Et donc pour ça, les syndicats ont fait un très bon travail justement d'information sur leurs droits, sur leur situation. Et puis ces deux acteurs, les travailleuses et les syndicats, après se sont fédérés pour, comme on l'a vu, se mobiliser, faire entendre leur voix. C'est un bon cas, le titre-service. Louis était sur ces manifestations, je pense, Louis, à la fin de l'année passée. C'était quand même audacieux de la part de ces gens qui sont très dépendantes en fait, du client, aussi de l'entreprise qui les embauche. C'était très audacieux de descendre en rue pour dire stop à ça. Elles l'ont fait, ils l'ont fait. Louis était là. Et je pense que peut-être par là, on peut montrer le signal qu'à certains endroits, la société est prête à se mobiliser, comme on l'a vu pour les étudiantes qui descendaient dans la rue pour manifester contre les dérives climatiques. Voilà qui est clair, en tout cas je l'espère, les forces sur lesquelles s'appuyer et les clous sur lesquels il faudra frapper pour que ce monde d'après puisse révéler peut-être plus de justice et en tout cas plus d'égalité dans un monde du travail qui s'apparente aujourd'hui et encore pour beaucoup à un véritable enfer. Si vous souhaitez réagir à notre enquête, apporter des points de précision ou des infos, l'adresse, je vous la rappelle, travail@medor.coop. Et en attendant, le travail se poursuit sur www.medor.coop, puisque cette enquête s'étale sur une année entière. N'hésitez pas à soutenir un journalisme indépendant en vous abonnant. À très bientôt et continuez de prendre soin de vous et des autres surtout. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Bonne journée.